On va lancer effectivement la conférence. Donc, merci beaucoup donc, pour cette table ronde sur le thème « Prendre soin de soi » pour mieux être à l'écoute des enfants. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir et surtout d'accueillir toutes ces belles personnes qui vont venir nous parler de ce sujet. Donc aujourd'hui, on a avec nous donc Agathe Seub. Donc moi, je vais prendre mes notes parce que j'ai aucune mémoire, voilà. Et puis je voudrais pas oublier quoi que ce soit. Donc Agathe, elle est éducatrice de jeunes enfants et intervenante auprès des professionnels de la petite enfance. Merci Agathe. Elle arrive de Toulouse, donc c'est chouette de venir jusqu'ici. On a aussi également avec nous Julie Marty-Pichon, donc autrice du livre J'ai mal à ma crèche, qui était tout à l'heure sur le stand Cultura pour une dédicace, professeure des écoles et coprésidente de la Fédération nationale des éducatrices de jeunes enfants. On accueille Alexandra Vilna, qui est assistante maternelle à Bordeaux, qui viendra nous partager aussi son quotidien. Laure Pinon, formatrice spécialisée en... Ouais, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, pardon, c'était pour être sûr que tout le monde suive. Formatrice spécialisée confiance en soi, après avoir été professeure des écoles pendant 20 ans, qui partagera aussi son expérience. Et nous accueillons également donc, de l'association Les Petits Sages Nelly Forestier, donc cofondatrice, consultante en parentalité et conférencière, et Dalila Sedak, sophrologue, formatrice petite enfance et ATSEM. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole à Isabelle, qui est la fondatrice du salon ABC Kids et qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je préfère qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet et de vous permettre d'échanger, d'avoir du temps pour échanger à la fin avec les différentes intervenantes. En tout cas, je voulais remercier chacune d'entre vous d'être présente avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange. Et merci à vous d'être ici. Et je vous laisse rentrer dans le sujet. Et je propose qu'on accueille déjà... Comme ça lance... Ça lance, c'est bien pour l'estime de soi, parce que je crois que c'est aussi un peu le sujet. Agathe, je te laisse la parole. Merci. Je vais peut-être me lever du coup, comme le suggérait Julie. Moi déjà, merci beaucoup Isabelle et Virginie de donner un peu la parole aux professionnels de la petite enfance, de nous mettre en lumière. Le prendre soin de soi pour être à l'écoute des enfants, c'est un sujet qui a longtemps été perçu comme quelque chose d'égoïste, prendre soin de soi, d'égocentrique même. Et aujourd'hui, on le perçoit comme quelque chose de nécessaire, comme même un devoir, une responsabilité. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Pourquoi nous, particulièrement professionnels de la petite enfance? Eh bien, puisqu'on travaille avec des petites boules d'énergie. Et nous, on vient parfois en manquer. Alors, cette énergie, il ne s'agit pas de l'économiser, en fait, coûte que coûte, pour l'utiliser uniquement pour nous, mais plutôt de la protéger, pour l'utiliser à bon escient. Donc, pour illustrer un petit peu ces propos, ce qui est intéressant, et ce que vous connaissez probablement, c'est cette fameuse image du masque à oxygène. Quand vous êtes en avion et qu'il y a un problème qui survient, les stewards, les hôtesses de l'air passent dans les couloirs et vous donnent les consignes de sécurité et disent bien que pour porter secours à autrui, il est important de porter d'abord secours à vous-même. Donc mettre votre propre masque à oxygène pour pouvoir porter secours à ceux qui vous entourent et notamment aux plus jeunes, à vos enfants, etc. Donc du coup, ça nous amène quand même un peu directement dans le vif du sujet avec cette question de l'épuisement professionnel, puisque on s'épuise. Quand on ne met pas son masque à oxygène d'abord, quand on fait toujours passer l'autre en priorité, on va perdre beaucoup d'énergie. Et donc, dans le contexte actuel qui est un peu tendu dans le secteur de la petite enfance, comment justement prendre soin de notre énergie? Comment finalement prendre soin de soi, reconstruire son estime de soi? Comment prévenir le burn-out, l'épuisement professionnel? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est Julie qui va ouvrir du coup le bal de nos échanges. Merci Julie. Vous préférez que je me lève ou vous me dites? Non, c'est bon? Oui? Ah. Alors d'abord, merci Agathe pour cette introduction et puis merci aux organisatrices de l'événement de nous avoir conviés, et particulièrement moi-même pour le coup. Donc, alors j'ai une tâche un peu difficile qui est de vous exposer un petit peu le contexte dans lequel nous sommes sans non plus vous plomber l'après-midi. Parce que je pense que vous êtes une majorité de professionnels de la petite enfance et que nous sommes dans un contexte difficile où l'épuisement professionnel peut toucher n'importe laquelle. Non,
Oui, laquelle d'entre nous, parce que la pénurie des professionnels qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années, parce que le manque de moyens, vous ajoutez à ça une grande pénibilité du travail qui aujourd'hui n'est absolument pas reconnue, et une invisibilité du secteur, parce que beaucoup de femmes, 95% à peu près des professionnels de petite enfance sont des femmes, et donc des salaires très 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 bas. Alors je pourrais vous dire comment on en est arrivé jusque-là, mais ça prendrait 2 heures. Juste que ce sont des lois successives qui ont à la fois dérégulé le secteur, c'est-à-dire que le secteur de la petite enfance est devenu aujourd'hui un grand marché, ce qu'il n'était pas avant les années 2000. Et puis parce que les lois qui se sont succédées aussi depuis 15 ans n'ont fait que déqualifier aussi le secteur et faire en sorte ce qu'on appelle la politique de l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, on accuse un retard immense en place d'accueil sur le territoire. Ça, on le sait depuis 20 ans. Sauf que on a décidé d'ouvrir. Vous voyez, pousser depuis 15 ans comme des champignons les crèches dans les quartiers, sans se soucier si derrière, il y aurait les professionnels pour les faire fonctionner. Et c'est aujourd'hui ça qui crée la tension un peu partout en France. Il y a encore des endroits où ça fonctionne très bien, et tant mieux, et heureusement d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'endroits où tous les matins, une directrice, elle vérifie ses plannings, et elle recommence parce que le dimanche soir, on l'a appelée pour lui dire qu'on n'était pas là, quoi. Et bon, quand vous savez que la majorité des équipes sont des femmes, c'est les enfants malades, c'est un problème quelconque familial. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je connais très peu d'équipes, moi, dans mon entourage, qui fonctionnent avec l'équipe au complet de base. Voilà, qui est en plus sur des ratios d'encadrement qui, on le sait en France, ne sont pas les plus hauts d'Europe, sont même les plus bas. Alors, le problème de tout ça, c'est que j'ai juste une pensée pour les directrices de structures collectives, parce que quand tous les matins, on doit refaire les plannings toutes les semaines, quand on a les yeux rivés sur un tableur Excel, parce qu'on est devenus plutôt des gestionnaires et des comptables que des professionnels de l'accompagnement des enfants et des familles, on peut vite perdre pied. Et je dis toujours que le métier n'est pas simple, qu'il est très complexe même, c'est pour ça que ça demande de la formation, mais que dès qu'on le peut, il faut surtout éviter de subir ce qu'il se passe. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir noyé par les injonctions qui nous sont faites par tantôt un gestionnaire, tantôt une directive CNAF, tantôt un document à remplir dont on ne sait même pas d'où ça sort et comment ça existe. Et donc, il faudrait que les professionnels sachent ce dont elles ont le droit de faire, ce dont elles ont le droit de demander, pour éviter de subir et faire en sorte de prendre la main sur ce qu'il se passe. Je vais vous donner des exemples très concrets. Les journées pédagogiques, par exemple. Le fait de pouvoir, une fois par an, fermer la structure, pas pour faire du rangement à la suite de l'été pour réouvrir, mais pour se poser, penser le projet. Ça fait sourire des personnes, mais c'est un peu ça qui se passe quand même. Aujourd'hui, la CNAF a décidé, là, il y a quelques semaines, quelques mois, de faire en sorte que, par structure, 3 journées pédagogiques soient possibles dans l'année, et elles sont rémunérées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vous dire aujourd'hui, un gestionnaire ne peut plus vous dire « je ne ferme pas parce que je vais perdre de l'argent ». C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, jusqu'à 3 journées par an, vous pouvez les demander. Les heures de concertation, les heures de réunion d'équipe, aujourd'hui, c'est pas institutionnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au bon vouloir de... Ce n'est pas inscrit dans le Code de la santé publique, donc c'est au bon vouloir du gestionnaire. Sauf qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, là, la CNAF a dit 6 heures par an, par enfant, qui sont venus une seule fois dans la crèche. Donc imaginez le nombre d'heures pour un 20 places quand vous avez 35 familles accueillies. Ça fait un sacré paquet d'heures qui sont rémunérées. Ça veut dire qu'on peut demander à ce qu'il y ait du temps de détachement pour faire les projets. Je pense aux éducatrices de jeunes enfants, par exemple, etc., etc. Les heures d'analyse de la pratique. Alors, vous savez sûrement que la loi Norma de 2021, donc nouvelle réforme des modes d'accueil, a fait beaucoup de dégâts, mais une chose positive en est sortie, c'est le fait qu'est inscrit de façon obligatoire aujourd'hui les analyses de la pratique. Ça veut dire que, et je suis navrée
que ça n'ait pas pu aboutir pour les assistantes maternelles, parce que ça avait été une forte demande et on a tout fait pour que ce soit mis en œuvre dans le Code de la santé publique, mais ils n'ont pas voulu. Mais aujourd'hui, pour les structures collectives, 6 heures par an sont obligatoires. C'est-à-dire que votre employeur, votre gestionnaire ne peut pas faire l'impasse de ça. Alors on peut toujours se dire que, on en discutait tout à l'heure à midi, que 6 heures, c'est pas beaucoup. Nous, on en avait demandé 12. Je dis nous, c'est pour les organisations de professionnels, les syndicats, etc. On en avait demandé 12. Mais c'est déjà 6 heures. Ça permet déjà de pouvoir mettre un pied à l'étrier et de se rendre compte que c'est nécessaire de se poser, de penser pour pouvoir encore mieux accueillir. La formation continue, je sais que c'est difficile. Je sais qu'on va vous objecter qu'on ne peut pas vous laisser partir parce qu'il va falloir remplacer, qu'il va manquer de bras et que ça va être compliqué. Sauf que la formation tout au long de la vie, c'est un droit. Et que ça, il faut pouvoir le faire valoir. Et je dirais que tout ça, ça participe à faire en sorte d'abord de faire équipe, ce qui peut être dans des structures plus ou moins grandes difficiles. Ça permet de poser et surtout de prendre du recul sur sa pratique et de pouvoir se dire mais peut-être que là, oui, ça a été compliqué aujourd'hui, mais parce qu'on en a discuté ensemble, demain, ça va aller mieux, quoi. Et demain, je vais pouvoir repartir du bon pied. Et puis peut-être que dans 3 jours, ce sera encore difficile, mais que, hop, on en a discuté, et hop, ça repart, quoi. Ça permet aussi de se rebooster et de faire en sorte de se sentir vivant au sein d'une équipe et pas tout seul. Connaître ses droits, c'est les faire valoir. C'est aussi une force du collectif que de se retrouver en équipe et de pouvoir demander les choses. Parce que c'est vrai que c'est pas simple quand on est tout seul, quand on porte quelque chose tout seul, de devoir aller voir sa direction, par exemple, ou son éduc. Ou... Bon, on sait que des fois, ça peut mal se passer. Les équipes en crèche, c'est quand même compliqué. Enfin, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, mais ce sont des relations interpersonnelles qui peuvent être à la fois très sympas, très conviviales et à la fois très tendues pour des fois des broutilles. Mais la force du collectif, c'est ça, c'est de pouvoir se dire, attendez, on peut faire ça, on peut avoir cette réunion, on peut monter cette formation, on y va, quoi. C'est se souder les coudes. Alors, évidemment, mon propos n'est pas... Je vérifie mon temps. C'est parfait, je conclus. Non, mon propos, c'est évidemment pas de culpabiliser qui que ce soit, parce que c'est tellement compliqué aujourd'hui dans certains endroits qu'il serait malvenu de ma part de vous dire c'est de votre faute si vous n'allez pas bien. Voilà, bien au contraire. C'est souvent parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire, et c'est ce qu'a bien dit le rapport de l'IGAS sur la question de la maltraitance institutionnelle. C'est parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire ce pourquoi on a été formé, qu'on en arrive aujourd'hui à des situations aussi graves que celles qui ont été décrites dans ce rapport. Pour autant, on a ce qu'on appelle en nous un pouvoir d'agir, et il faut apprendre à dire stop. Il faut apprendre à dire ça suffit. Et à un moment donné, pouvoir dire à l'autre, là, je ne peux plus. Et s'arrêter avant que ça ne devienne encore plus grave que ce que ça n'est aujourd'hui. Je dirais même que vous avez le devoir et le pouvoir de dire stop. Merci Julie. Du coup, ce que je retiens, Julie, c'est qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Exactement. Tu as également fini sur une note positive. Comme tu l'as dit, c'est pas partout pareil non plus. Il y a du positif, c'est important de le souligner. Et on s'est senti quand même voyager sur le terrain. Et maintenant, c'est Alexandra, du coup, qui va nous faire voyager aussi dans son quotidien d'assistante maternelle. Et tu as la parole, Alexandra, merci. Merci, bonjour à tous. Je suis assistante maternelle sur Bordeaux depuis bientôt 10 ans. Il y a 7 aspects que j'aimerais bien vous en parler, qui me paraissent essentiels pour la qualité de notre travail ainsi que de notre bien-être. Le premier, c'est les contrats. Donc, bien choisir ces contrats et les adapter. Bien choisir les familles, donc l'expérience aidant, poser un maximum de questions, pour bien les choisir. C'est super important parce que on sélectionne mieux
et on s'évite certains problèmes. Parce que dans des situations, quand les situations se compliquent, cela peut impacter notre quotidien, celui de nos enfants, des enfants avec lesquels on travaille. Et dans ce cas, le conseil que je peux donner aux assistantes maternelles quand un cas compliqué survient, c'est de ne pas hésiter à rompre le contrat, de ne pas subir. On sent cette culpabilité chez nous, on le sent comme un échec, mais c'est pour notre bien-être. Donc voilà. Le deuxième point, c'est l'élaboration du projet d'accueil. Au tout début, quand j'ai commencé, j'en voyais pas trop l'utilité. Aujourd'hui, c'est différent. Le projet d'accueil permet une meilleure communication. Il pose un cadre, une structure. Il parle de notre mode d'accueil, de nos valeurs. C'est beaucoup plus simple quand tout est écrit, présenté. Les parents, quand ils viennent en entretien, ils ne retiennent pas tout. C'est normal, nous non plus. Hein. Mais si c'est écrit, c'est mieux. C'est mieux. Et donc, il y a des formations pour la construction, l'élaboration du projet d'accueil. Et c'est un de mes conseils. Faut le faire. Ouais. Ça vous aide. Le troisième point, c'est l'organisation et trouver des outils adaptés pour notre quotidien. Tout ce qui est outils de travail. Donc, il faut bien s'organiser, parce que si on n'est pas organisé, on est vite dépassé. Et ça fait boule de neige. Hein. Ensuite, concernant le matériel, j'ai pratiquement beaucoup investi. J'ai beaucoup investi. Je ne travaille plus avec des chaises hautes parce que ça me cause du stress. Le chant, je le fais au sol. Pour la sécurité des enfants, je me sens moi-même plus sûre et plus sereine avec les autres enfants autour. J'investis dans une poussette. J'ai un agrément pour 4. Et j'ai une poussette extraordinaire je peux même pousser les 4 avec une seule main. J'ai tout ce qu'il faut en dessous. Et vraiment, mon dos me dit merci. Voilà. Ensuite, les formations. C'est le 4e point, les formations. Et elles apportent de nouvelles connaissances, des compétences. On se sent plus professionnel aussi. On en apprend tous les jours. On a des avancées en neurosciences. Eh bien, tout ça, il faut actualiser et il faut réadapter dans notre boulot. Aujourd'hui, on a le choix, hein, ce que je te disais. On a le choix. Je me souviens que lorsque j'ai commencé, j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de formations disponibles. Et surtout, les horaires, les journées me posaient problème. Parce que je sortais un peu de culpabilité de le faire en semaine, par exemple. Aujourd'hui, on a le choix. On a en visio, on a le week-end, mais aussi, c'est un droit. Et je vous encourage à le faire aussi en semaine. Donc, c'est pour mieux accueillir les enfants, c'est pour leur bien-être, c'est pour votre bien-être. Le 5e point, c'est je vous invite à participer au groupe de l'analyse de la pratique professionnelle. Pareil, avant, j'en faisais pas, je me disais, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que je trouve que c'est un espace de soutien psychologique essentiel. Moi, j'ai intégré un groupe il n'y a pas si longtemps et il nous donne un soutien psychologique de grande valeur. Et on a là une responsable du RPE, donc on fait connaissance avec notre hiérarchie, même si elle n'aime pas trop ce mot, une psychologue. Et on peut parler de nos problèmes qu'on rencontre au quotidien avec les enfants, avec des enfants qui parfois c'est difficile à gérer, la famille. Et donc ce groupe, on sent un soutien. Et comme on a plusieurs réunions par mois, une par mois, on peut avoir un suivi. Voilà. Le 6e et avant-dernier point, j'en ai combien ? C'est très bien. Ok. C'est de bien s'entourer.
tout le monde ne peut pas s'entourer, tout le monde ne peut pas travailler avec des collègues parce que tout dépend où on habite. Mais c'est vrai que j'ai la chance d'habiter au centre et de pouvoir rencontrer d'autres collègues, échanger. Je souhaite dans le futur qu'on soutienne les pères, parce que quand on se retrouve dans un parc à gérer 4 enfants, quand le parc est un peu grand, mais si on travaille par paire ou en binôme, et il y a 4 pères qui peuvent surveiller, on peut se partager la surveillance, la sécurité des enfants, on y veille, je me sens plus sûre. Donc, si c'est possible, essayez de sortir, trouver des collègues, échanger. Ça aide, les journées passent plus vite aussi. Les rendez-vous aussi au RPE, avec le RPE, si vous en avez à côté. Donc normalement, on a toutes un RPE de secteur. Et cela permet aussi de se faire connaître auprès de la responsable, de rencontrer d'autres professionnels qui ne sont pas de notre quartier. Et puis ça fait un lien avec un peu l'administration qui est importante aussi. On n'est pas lâché dans la nature. Et le dernier point, qui peut être un point, mais c'est les bienfaits que me procure le métier. Mon investissement, ma satisfaction, le travail, mon implication dans mon boulot m'aide à mieux, m'aide dans ce bien-être. Me sentir utile parce qu'on sait que les enfants, tout ce qu'on peut leur apporter, c'est les futurs adultes de demain. Et je me dis que j'ai quand même un petit peu contribué à tout ça. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Alexandra, c'était très intéressant. Tu nous as fait voyager au cœur de l'accueil individuel. Tu as souligné ô combien les enfants étaient la pierre angulaire de notre société et c'était magique. En effet, encore une fois, on en revient au fait qu'on a le choix, quelque part. Et c'était vraiment très, très enrichissant, merci. Ce qui nous amène du coup directement à la question de la prévention de ce fameux épuisement professionnel dont Nelly et Dalila vont nous parler. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste revenir un petit peu parce que Julie, merci d'avoir reprécisé les droits, notamment en crèche. Et je voulais quand même repréciser les droits également des assistantes maternelles. Vous reprécisez que vous avez le droit à 58 heures de formation par an, avec une allocation de formation et des formations qui sont prises en charge. Et que sur certaines formations certifiantes, vous avez également des accompagnements supplémentaires qui sont mis à votre disposition. Et ça, c'est important de le savoir, c'est important de vous en saisir. Et tu parlais du contrat de travail, des premiers rendez-vous avec les parents, et c'est un droit. Avec Dalila, on le voit très souvent lors des formations, on insiste sur le fait de vous rappeler que vous êtes des professionnels de la petite enfance. Alors vous le savez, mais parfois vous en doutez. Et c'est toujours important de se rappeler que oui, vous êtes des professionnels de la petite enfance et on entend encore beaucoup de choses à ce sujet-là. On entend des nounous, on entend des débordements de la part des parents parce qu'il y a encore dans l'inconscient collectif parfois une mauvaise image et un manque de reconnaissance aussi qui est véhiculé par la société. Et les premières personnes qui peuvent mettre en avant ce que vous êtes, qui vous êtes, c'est vous. Je voulais aussi, avant de développer davantage, revenir sur l'analyse de pratique. Alors c'est sûr qu'il n'est pas encore obligatoire pour les assistantes maternelles, mais depuis 2 ans, il est également intégré à vos droits à la formation. Et vous avez le droit à 14 heures d'analyse de pratique, donc des séances de 2 heures, pour lesquelles vous recevez également une allocation de formation. Donc c'est des choses dont vous devez et dont vous pouvez se saisir. Et donc je vais me permettre de parler un peu aussi des assistantes maternelles, parce que tu as beaucoup développé les crèches, et c'est bien qu'on arrive à s'adresser à vous toutes, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui complémentaires sur cette table ronde, même si nous accompagnons également les crèches. Souvent, on vous engage à dire non, à reposer vos limites, parce que ce qui vous pose sujet, ce sont certes les enfants, mais reprenez-moi si je me trompe, ce sont aussi beaucoup leurs parents. Beaucoup les familles avec lesquelles vous établissez un contrat de travail, des règles, des limites, et puis ces limites ne sont pas toujours comprises. Alors,
Je trouve que c'était super intéressant ce que tu as dit. Quand tu as dit ce que l'on dit lors du premier entretien, on ne s'en rappelle pas forcément. Parce que vous, entre guillemets, vous êtes là pour vous vendre, pour dire qui vous êtes, pour valoriser votre travail. Et les parents espèrent trouver un mode d'accueil pour leur enfant. Et suivant où ils sont, ce n'est pas toujours simple. Et nous, on rappelle aux parents qu'ils ont le choix. Et merci d'avoir rappelé aux assistantes maternelles que vous avez le choix. Alors vous allez peut-être me dire que suivant là où vous vivez, parfois la situation est un petit peu tendue, mais on peut quand même se poser la question sur le long terme, qu'est-ce que ça va faire résonner en moi si je suis avec une famille avec laquelle je ne suis pas en accord? Ça peut conduire réellement à l'épuisement professionnel. Et des familles, vous en trouverez certainement d'autres, et c'est de se poser la question de ce juste équilibre aussi qui est nécessaire. C'est de savoir poser ce cadre dès le départ et de se dire que vous êtes aussi responsable de la qualité de la relation avec les parents. Parce que vous allez souvent être... Alors vous êtes dans l'empathie et merci, et c'est la même chose en fait que je retrouve quand j'accompagne les responsables de structures dans la petite enfance. Mais à un moment, c'est plus de l'empathie, c'est de la compassion. C'est-à-dire que vous dépassez le fait d'accompagner l'autre, vous vous mettez encore plus vous devenez l'autre, sans savoir vraiment qui est l'autre, parce qu'on ne connaît jamais les personnes réellement, surtout quand on a une relation de travail. Et on n'aide ni les personnes, vous ne vous aidez pas non plus, et in fine, donc ça n'aide pas les enfants, parce qu'on le rappelle, si on parle de cet épuisement professionnel, c'est aussi pour accompagner justement les enfants, et quand on se sent bien, tu le disais en introduction, les enfants aussi vont se sentir bien. Donc sentez-vous légitime de dire stop, parce que vous allez dire oui, mais les parents d'aujourd'hui n'ont pas de famille à proximité, ils n'ont pas d'amis à proximité. Et je crois que toutes, oui, tu le disais toutes, hein, on veille aujourd'hui à recréer ce village, à recréer ce lien entre nous, mais vous n'êtes pas des superwomen. Vous êtes formidables, mais vous n'êtes pas là pour sauver tout le monde. Et il y a un moment, vous avez aussi vos besoins. Et en fait, quand vous avez besoin de dire à un parent, alors voilà, on a fixé les horaires, mais le mardi, quand même, ce serait bien que vous arriviez à l'heure parce que j'ai une activité. Non. Tous les jours, j'ai besoin que vous arriviez à l'heure. Parce que quand vous commencez à vous justifier sur le pourquoi du comment, c'est comme si vous sous-estimiez ce que va vous apporter cette activité. Et cette activité, si vous l'avez choisie, c'est que vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour une raison qui vous concerne et pour laquelle vous avez des droits. Et que si à un moment le contrat de travail doit évoluer et qu'il y a des débordements sur ces horaires-là, eh bien on revoit le contrat de travail tout simplement. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais tu parlais tout à l'heure de la force aussi d'être ensemble, d'échanger, de se dire que vous avez toutes les mêmes joies et toutes aussi les mêmes galères. Ben, ça permet justement de se renforcer dans sa compétence professionnelle et encore une fois d'asseoir cette compétence professionnelle. Je pense que c'est ça qui est important. Les parents ont besoin de vous, les enfants ont besoin de vous, et vous aussi, vous avez besoin de vous. Donc c'est savoir aussi vous prioriser, parce qu'encore une fois, c'est en prenant soin de soi qu'on va pouvoir prendre soin des autres. Donc on vous invite vraiment sur ce chemin-là et à vous écouter. Et pour vous écouter, je vais passer la parole à Dalila, qui va aussi partager avec vous quelques astuces et puis quelques retours d'expérience sur comment est-ce qu'on peut ressentir ça en soi, notamment. Bonsoir à toutes. Donc effectivement, moi je viens essayer de vous aider à prendre conscience que vous êtes votre priorité et que pour vous occuper des enfants et leur apporter la meilleure réponse, adopter la meilleure posture, avoir la réponse adéquate qui répond à leurs besoins, eh bien, il va falloir que vous pensiez à prendre soin de vous, c'est-à-dire à vous mettre en priorité, à écouter vos émotions, à écouter vos ressentis et surtout à écouter vos fatigues, vos limites et à oser les poser, à oser dire non, vous l'avez dit, toutes, à oser mettre fin à un contrat, évidemment, mais surtout à oser se dire que ça passe par moi. Et en tant que sophrologue, eh bien, évidemment, je vous inviterai à écouter les signaux que votre corps va vous envoyer, ceux qui vont vous dire que vous êtes fatigué, quand vous manquez de sommeil, quand vous avez du mal à récupérer, quand vous perdez en fait la motivation, le dynamisme, quand vous avez plus envie de vous impliquer. Alors oui, ce sont des signaux qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut prendre en considération et qu'il va falloir travailler. Ça veut dire qu'il va être temps que moi, je prenne le temps pour moi. Parce que je suis celle qui m'occupe des enfants, je suis son premier interlocuteur. Donc, et on le sait, aujourd'hui, l'enfant se construit au travers du regard de l'adulte. Et
les interventions de qualité, les échanges de qualité qu'on va avoir avec lui contribuent au bon développement de son cerveau. Donc on a une tâche très importante, on a une responsabilité qu'il ne faut pas négliger. Et ça passe forcément par nous, ça passe par notre bien-être, ça va passer par des moments qu'on va devoir s'accorder. Je dis devoir parce que c'est une obligation de prendre soin de vous, étant donné que vous êtes au contact d'enfants dont vous vous occupez. Donc être en bonne santé physique et mentale, c'est fondamental en fait pour pouvoir avoir des qualités, des échanges de qualité et s'occuper des enfants vraiment pleinement. Donc moi, je vais vous inviter à écouter les petits signaux, tous ces petits moments qui vont vous faire des déclics pour vous dire qu'il est temps de passer par soi. Alors comment on va passer par soi ? Déjà en s'accordant peut-être un peu de temps chaque jour, peut-être démarrer la journée par vous, ou bien la finir, ou bien la démarrer et la finir par vous, et en pratiquant des choses qui vous font plaisir, qui vont faire que vous allez vous ressourcer. S'occuper d'enfants, ça demande de l'énergie, de la ressource. Donc vous avez besoin de vous ressourcer. Et peut-être avec un bon livre, en écoutant de la musique. Ça peut être très simple, mais en faisant vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire dire que, oui, là, je vais repartir, je suis motivée, j'ai envie. Et j'ai envie de m'impliquer parce que si j'ai pas envie, si je suis pas motivée, si le soir je rentre, je suis pas satisfaite de ma journée, alors c'est difficile de continuer. Le stress va s'installer et les situations qui s'installent, c'est ça qui va générer de l'épuisement. C'est quand ça s'installe dans le temps, quand ça devient compliqué de s'entendre avec les parents, quand ça devient compliqué de pouvoir dire quelque chose avec son employeur. Et ça s'installe. Et il est temps de trouver de la ressource et de travailler sur sa confiance en soi, sur son estime de soi. Bien sûr, ça va participer à pouvoir poser les limites et oser partir en formation. Parce que la formation, c'est pas seulement le contenu qui va vous apporter. Ce sont tous les échanges que vous allez pouvoir avoir avec vos collègues qui vont vous faire dire que vous n'êtes pas seul. Que, évidemment, vous êtes plusieurs et on est nombreuses souvent à rencontrer les mêmes difficultés. Donc c'est un soutien. Le soutien entre professionnels, ça me semble fondamental. Et c'est important de se soutenir mutuellement, autant les professionnels qui travaillent en crèche que les assistantes maternelles. Et moi, je suis ATSEM, donc je suis aussi une professionnelle de la petite enfance. J'arrive après, mais les difficultés, elles sont là. Et c'est important qu'on se tienne la main, les unes, les autres, qu'on prenne soin également les unes des autres pour pouvoir prendre soin des enfants que nous accompagnons. On accompagne des adultes en construction. Excuse-moi, juste, je suis le maître du temps. Je sais que je vais vous frustrer. Ouais, bien sûr. Je suis obligée de t'interrompre pour qu'on passe la parole d'ici une minute, si c'est bon pour toi. Évidemment. Donc je vais conclure avec ça pour vous dire que pour justement vous occuper, remplir cette mission qui est la vôtre et qui est le cœur de notre profession, de prendre soin des enfants, de bien prendre soin d'eux, il faut bien prendre soin de nous. Et donc je vais laisser la parole à ma collègue, alors, qui va vous expliquer comment justement nourrir votre estime de vous. Merci. Déjà, vous redire que quand on travaille avec des enfants, c'est un métier merveilleux. Je l'ai expérimenté pendant 20 ans avec des élèves. J'étais maîtresse. Et je me suis rendu compte que quand j'étais bien moi-même, mes élèves allaient mieux. Je les accueillais avec plus de facilité. Donc là, je vais vous parler d'estime de soi et de confiance en soi. Parce que sur les dernières années de pratique, je me suis formée à la question du bonheur à l'école. Parce qu'un enfant qui est heureux de venir travailler, s'il est en confiance avec sa maîtresse, et puis avec les amis de sa classe, tout le reste en découle. Et à l'inverse, un enfant qui est malheureux à l'école, part le matin avec une boule au ventre, subit sa journée et ne peut pas apprendre. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous, adultes. Dans nos pratiques, quand on subit le quotidien, et Dieu sait que c'est difficile avec des enfants, ce que vous faites chaque jour demande une grande énergie, vous le savez. Eh bien, il est fondamental de prendre soin de ses propres limites. Et j'entendais l'autre jour Thomas Dansbourg dire que la connaissance de soi est un enjeu de santé publique. Alors, en construisant cette conférence, l'idée était de vous faire vivre, faire expérimenter un petit exercice que je propose moi-même dans mes formations. Parce qu'aujourd'hui, je forme les enseignants, les parents, les enfants... et même un peu plus,
des groupes d'adultes aussi, sur toutes les questions de relations et de confiance en soi, d'estime de soi. Et pour introduire l'activité que je vais vous faire vivre, vous dire déjà ce que c'est que l'estime de soi. En fait, il y a 3 composantes. Il y a la première composante, c'est l'image de soi. Et c'est cette question, quels mots me viennent quand je pense à moi? Donc là, je vous pose la question pour vous. Quelle image avez-vous de vous aujourd'hui? Quels mots vous viennent quand vous pensez à vous? Et puis, par extension, comment les autres vous voient. Les autres, ce sont les personnes qui vivent avec vous, ce sont les personnes avec qui vous travaillez. Donc là, il y a peut-être des étiquettes ou des représentations qui vous viennent. Donc déjà, accueillez ça, voyez un peu quels mots vous viennent, et puis si les mots sont plus ou moins positifs. Ensuite, la deuxième composante de l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Et en gros, cette question, combien est-ce que je m'aime moi-même? Est-ce que je me considère aimable? Et puis, est-ce que je me sens aimée? Donc on est des êtres de relation, hein, c'est toujours dans les deux sens. Est-ce que je m'aime? On peut quasiment le jauger entre 0 et 10. Quelle quantité d'amour je me consacre? Est-ce que je suis proche du 0? Est-ce que je suis proche du 10? Est-ce que je me sens suffisamment aimée? Et puis la troisième composante, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, donc, c'est lié à tout ce qu'on est capable de faire, tout ce sur quoi on est fort, tout ce sur quoi on peut s'appuyer. Et ça, c'est l'expérience qui fait ça. Donc, dans vos métiers, selon le chemin professionnel que vous avez parcouru, vous êtes plus ou moins experte sur certaines des tâches de votre métier. Donc, il est bon de prendre conscience de tout le panel de choses que vous êtes capable de faire aujourd'hui, parce que c'est ça la confiance en soi, d'être conscient de ses compétences, de ses capacités. On va passer à l'exercice. C'est un exercice sur les valeurs. J'aime bien l'étymologie des mots. Valere en latin, ça veut dire être fort. Cet exercice-là, il met le focus sur ce qui anime le cœur de votre vie. À l'image d'un trésor, d'ailleurs c'est marrant, il y a une grande malle au trésor là juste devant moi, et je l'avais mise sur la feuille. Merci. En fait, l'idée de cet exercice, c'est de renouer avec ce qui anime nos vocations, quelles qu'elles soient, les choix qu'on fait dans la vie. Et l'exercice est simple, alors il mériterait plus de temps que ce petit quart d'heure, mais je vais quand même essayer de vous le faire vivre. L'idée, c'est que vous avez une liste de mots dans le cadre bleu, et ce que je vous propose, c'est d'entourer tous les mots qui résonnent pour vous. C'est-à-dire que quand vous les lisez, vous vous dites, oui, ça vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est important pour moi. Et vous les entourez sans limite de mots. Ça, c'est la première étape. Vous entourez dès qu'un mot vous parle. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire ça. L'étape suivante, je vous l'annonce maintenant. Une fois que vous avez entouré les mots, parmi la liste des mots, vous allez essayer, je sais que c'est parfois difficile, mais de n'en sélectionner que 3. Les 3 essentiels de votre vie, ce qui est le plus important pour vous. Donc essayez d'en sélectionner 3. Si on avait plus de temps, je vous laisserai la parole pour vous demander comment vous l'avez vécu de sélectionner comme ça des mots dans une liste qui parlent de vos valeurs. Et puis je vous laisserai échanger entre vous. Mais cette étape-là, vous pourrez la faire en dehors de cette conférence. Elle est importante même, de partager ce qui nous tient à cœur. Ces 3 mots-là qui sont l'essentiel de votre vie. Donc, reconnaître les valeurs qui animent notre vie quotidienne permet de se sentir à sa juste place. Permet de ne pas avoir besoin de se justifier quand on pose des décisions. Permet de se sentir fort, de se sentir confiant, en adéquation avec ce qu'on est réellement. Les valeurs, c'est donc ce qui brille au fond de nous, là. C'est notre coffret, notre trésor intérieur. Donc, la connaissance de soi, effectivement, le fait d'être conscient de ses valeurs et du coup de ses besoins, il y aurait beaucoup à dire, nourrit l'estime de soi. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On a vu notamment, déjà merci à toutes parce que c'était extrêmement riche,
Ce que je retiens, c'est que prendre soin de soi, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, tout d'abord. On n'a pas tous le même vécu, pas tous la même vision, la même sensibilité. C'est pas un effet de mode, c'est pas quelque chose qui est récréatif ou méditatif. Finalement, prendre soin de soi, ça influe sur notre qualité de vie, pas qu'au travail, notre qualité de vie familiale, notre qualité de vie personnelle, notre bien-être émotionnel, notre bien-être physique, psychique et notre disponibilité. Et je crois que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ce qui nous est important à l'intérieur de nous-mêmes. Pour ça, ça demande parfois un petit peu d'introspection. On a beaucoup parlé de nos besoins, pour être à l'écoute justement des besoins des enfants par conséquent. Et finalement, les enfants ont des besoins, quand on parle de la pyramide de Maslow, des 14 besoins fondamentaux selon Virginia Anderson, les besoins, on les a, nous aussi. On a des besoins. Et moi, je voulais vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai commencé, j'exerce actuellement comme assistante maternelle. Et lorsque j'ai commencé, j'avais 2 bébés, 2 mois et demi, 3 mois et demi. Qui dit 2 mois et demi, 3 mois et demi, dit rythme différent, dit aussi pas de pause, sous-entendu. Et j'étais tellement focus sur le travail, sur ma posture professionnelle, ne pas quitter mon rôle d'adulte phare, être présente pour elle. Je me disais, quand elle, parce que j'avais deux filles en accueil au début, et je me disais, quand finalement il y en a une qui dort, je vais profiter d'un temps d'individualité avec l'autre. Finalement, c'est mon métier, c'est ce que je ne retrouvais pas en crèche. Je suis assistante maternelle, c'est le moment ou jamais finalement d'accorder ce temps d'individualité au bébé. Et je me suis rendu compte, une fois, 2 fois, plusieurs fois, sur plusieurs semaines, que je perdais beaucoup de poids. Forcément, j'oubliais de manger à midi. Et j'étais tellement accaparée par ma tâche d'assistante maternelle que j'oubliais de manger. Et j'oubliais que c'était un besoin finalement fondamental. J'étais tellement à l'écoute de leurs besoins que j'avais oublié mon propre besoin. Puis au début, ça a été un rythme à reprendre, finalement, me dire, je me détache un petit peu de cette posture d'adulte phare, tant pis, je m'éloigne un petit peu de ce qui était important pour moi, je leur verbalise et puis je mange devant elles. Puis plus tard, j'ai mangé avec elles. Et j'ai réalisé, en fait, ô combien j'étais plus disponible, physiquement, psychiquement, en ayant répondu à un besoin qui est un besoin primaire, mais pourtant que j'avais oublié. Deuxième petite anecdote, moi, le temps pour moi, aujourd'hui, je le consacre à écrire. Alors pour moi, écrire, c'est vraiment mon échappatoire. Je pose ma pensée, je vais poser mes réflexions, je vais la partager. Et en fait, c'est des écrits professionnels, principalement, puisqu'ils sont en lien avec mon travail. Et tout le monde me disait tout le temps, mais arrête de travailler, décroche. Là, c'est ridicule, tu bosses tout le temps. Quand tu n'es plus au travail, t'écris pour ton travail. Mais je me disais, mais en fait, moi, mon plaisir, il est là. Personne ne doit juger mon prisme, ma sensibilité. C'était mon petit bonheur, et je vais vous confier quelque chose de très intime. C'est que quand j'ai pris ce temps pour moi, j'aime la personne que je suis. J'aime la femme que je suis, j'aime la mère que je suis, la professionnelle que je suis. Et aujourd'hui, je me dis que tant pis, de ce que les gens pensent, ils peuvent penser que je travaille trop. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je me sens bien. En gros, il n'y a pas de recette toute faite. Après, je voudrais reprendre un propos d'Alexandra, qui est quelque chose de très important pour moi, la bonne organisation. Pareil, bonne organisation, ça m'allège ma charge mentale. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris en école d'infirmière. J'ai commencé ma carrière par une école d'infirmière. En fait, on prévisualisait tous les soins. Donc là, tout le matériel dont on avait besoin, déjà d'une part pour éviter de commettre des erreurs d'hygiène, d'autre part pour éviter les allers-retours auprès du patient, c'est quand même pas très chouette. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai conservé. Le matin, je prends temps après temps de quoi je vais avoir besoin pour être bien organisée et pour être présente auprès des enfants. Donc ça, c'est très important pour moi. Et finalement, ça impacte directement eux, parce que je peux être pleinement à leur écoute. Et ça m'évite aussi de me noyer. Et puis enfin, une dernière petite chose, c'est que je note absolument tout. Alors, ça peut paraître ridicule, mais même répondre à un mail, je me le note. Au moins, je suis sûre de ne pas oublier et de ne pas me faire dépasser. Et ça contribue finalement à mon bien-être. Et donc, comme je disais, si ça contribue à mon bien-être, forcément, ça rejaillit sur les enfants. Après, il y a eu le lâcher-prise, qui a été quelque chose d'absolument important pour moi, qui est vraiment à ne pas amalgamer avec du laxisme, ou au fait de céder, qui est plutôt le fait de renoncer sous le poids de la contrainte, de l'insistance ou de la fatigue. Ça, c'est pour céder. Lâcher-prise, c'est vraiment se demander, finalement, oui, l'enfant il est en train d'escalader une chaise, oui, il fait quelque chose qui n'est pas conventionnel, mais est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il essaye de me faire passer un message? Est-ce qu'il a un besoin derrière? Et finalement, est-ce qu'il y a un danger? Non, les 3/4 du temps, c'est non. Sinon, évidemment, on intervient. Mais se demander, est-ce que c'est vraiment grave? Ça permet de prendre du recul sur la situation, de la hauteur. Et ça permet d'alléger aussi son quotidien. On n'a plus des journées qui ressemblent à celles d'un policier. Et ça change vraiment la vie. Pour lâcher prise, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance des besoins de l'enfant. Pour ça, rien de tel que se former. On l'a dit à plusieurs reprises. Se former, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre. C'est pas que dans les formations, dans les conférences. C'est comme l'a dit Alexandra, des fois, aller au parc, oser aller vers l'autre, même si on les connaît pas. Simplement aller se présenter, c'est un premier pas vers l'autre.
Ça permet parfois d'apprendre à connaître les prismes de l'autre, et puis faire un petit pas de côté, prendre de la hauteur et dire bah oui, finalement, c'est intéressant ce qu'il vit. Évidemment, tous ces petits éléments-là, tout se prendre soin de soi, c'est quelque chose qui se construit. J'espère que tous ces intervenants ont pu semer un peu des petites graines pour vous faire mesurer l'importance que ça peut avoir pour être bien à l'écoute des enfants. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts, sinon on ne serait pas là. Il ne faut pas en vouloir trop d'un coup, donc on peut avancer petit à petit, selon la théorie des petits pas. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quel petit pas je vais pouvoir faire aujourd'hui pour prendre soin de moi. Voilà, moi, il y a eu une époque où c'était manger. Il y a eu une autre époque où ça a été dire tant pis, de ce que pensent les autres, je vais écrire. Et s'ils pensent que je suis derrière mon ordi et que je travaille, finalement, ça les regarde. Moi, je sais que ça me fait du bien et c'est mon plaisir. Et voilà, l'idée, c'est de continuer de semer des petites graines, de prendre soin de soi et d'avancer pas après pas. Merci. Avant peut-être de faire circuler la parole, je vois la tête de Julie qui n'est pas contente à l'idée de cette question-là. J'aimerais bien vous demander pour vous, 5 intervenantes, qu'est-ce que c'est en un mot ou une petite phrase prendre soin de soi? Pas facile. Et je vous invite également à y réfléchir, si ça vous dit de partager votre réponse. C'est pas évident en un mot ou une phrase. Prendre soin de soi, c'est travailler parfois un peu moins. Je travaillais sur 5 jours, maintenant je le fais sur 4. Et j'ai une journée dans la semaine, pas le week-end, mais une journée dans la semaine où je fais des choses que je ne peux pas faire. Et donc ça m'enlève une charge mentale. Je fais du sport, peu importe. Mes rendez-vous médicaux, j'ai pas à demander aux parents la permission. Je le fais ce jour-là. Et donc ça m'aide. Ça a vraiment changé mon quotidien et ma vie, en fait. Voilà. Et probablement, du coup, que tu ne cours plus après le temps, après tes journées de travail, peut-être de 8h à 18h, pour caler tes rendez-vous médicaux et être exténué le lendemain. Au moins, tu as cette journée qui est consacrée et ça te permet d'être plus à l'écoute des besoins des enfants. Julie ? Tu as dit un mot. Donc je vais... Non, mais c'est tellement complexe comme... moi, je dirais... moi, ce qui me vient là, c'est l'engagement. Voilà. Prendre soin de soi, c'est s'aimer et se respecter. Pour moi, prendre soin de moi, c'est oser dire non. Et c'est nourrir ce que j'aime le plus et ce qui me fait du bien. Et donc, c'est avoir réussi à l'identifier. Et c'est ma vie intérieure, ma spiritualité. C'est ça qui me permet de prendre soin de moi. Prendre soin de soi, selon moi, c'est se connaître soi-même. Être à l'écoute de ce qu'on est pour être plus facilement à l'écoute de l'autre, pour mieux se rejoindre. On est des êtres de relation. Et voilà, on rentre en meilleure relation avec l'autre quand on est en bonne relation avec soi-même. Du coup, finalement, Laure, ce serait de l'introspection, ce que tu nous décris, une connexion avec soi-même. Est-ce que vous avez envie de témoigner ou de poser une question à ce sujet ? Bonjour. Moi, j'ai une question pour la collègue assistante maternelle. En fait, ça fait écho par rapport au projet d'accueil. Moi aussi, je ne voyais pas trop l'intérêt. Clairement, je l'ai rédigé parce qu'on m'a demandé de faire 5 pages pour le CAP-AEPE et je ne l'ai pas utilisé. Et là, j'ai envie de prendre le temps de le rédiger parce qu'il y a des choses qui ne me vont plus. Et à quel moment tu le transmets aux parents et comment tu t'assures qu'ils le lisent ? Alors, c'est la signature du contrat. Bon, si c'est de nouveaux contrats, sinon, à n'importe quel moment, je pense, si tu le refais, parce que il est personnel, ce projet d'accueil. Et si tu ne l'as pas remis à un moment donné, parce que tu ne voyais pas l'intérêt, tu peux leur en parler et leur remettre. Mais en fait, je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai fait pour le CAP. Jamais. Voilà, il est fait pour le CAP, voilà, c'est bien, je l'ai fait, mais pour les parents, je ne l'ai jamais transmis. Et c'est le moment de leur en parler, de ce projet d'accueil qui vous tient à cœur, et des choses pour pouvoir réactualiser et qu'ils puissent, eux, s'aider. Dans la communication, c'est super important. Donc, tu le remets quand tu veux, quand tu le sens. Mais surtout, moi, je le ferai...
en début de contrat. Dès qu'on signe le contrat, je remets le projet d'accueil et je leur dis, mettez-le sur votre table de chevet. Lisez-le. Dès que vous avez du temps, lisez-le. C'est important. Non, mais en fait, en septembre, j'ai des départs et des rentrées. Je pense que je vais le donner là, Voilà. en fait. C'est une bonne chose, voilà. Alors moi, si je Question peux me ici, permettre, sinon à droite. je voulais juste rebondir sur... ça marche plus, si. Alors moi, je le distribue avant le premier entretien. Je leur demande de le lire, d'en prendre connaissance. Avant de les rencontrer physiquement, je leur envoie par mail, je leur demande toujours leur adresse mail, je leur fais parvenir. Et puis après, ça me sert également de trame et de support, parce que dedans, il y a tout le déroulé des repas, il y a absolument tout, ma façon de fonctionner, en fait, mon identité. Et je m'en sers comme trame lors du premier rendez-vous. Comme ça, au moins, ils viennent me rencontrer, mais ils savent déjà à quoi s'en tenir sur ma façon d'accueillir. Oui, bonsoir, je suis Nathalie. Je vous remercie pour la qualité de votre intervention. Je voulais juste... il y a un mot qui m'est venu par rapport au sujet. Vous avez beaucoup parlé des besoins, c'est sûr que c'est super important. Mais il y a quelques années, on parlait de limites. Alors, je voulais savoir si le mot est tabou maintenant, parce qu'aucune de vous n'en a parlé. Et les limites, je sais qu'à notre époque, il faut tout le temps les dépasser ces limites. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une question de limite, à un moment donné, prendre soin de soi aussi? Les limites, c'est dire stop, en fait. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas dit limite. Enfin, mais je sais même plus, peut-être si. Mais c'est vraiment jusqu'où on est en capacité d'aller et qu'est-ce qu'on est en capacité de faire et qu'est-ce qu'on est en capacité d'accepter. C'est ça, en fait. Cette idée-là de se mettre des limites, en effet, à l'activité qu'on propose, à ce qu'on nous ordonne de faire, etc. C'est jusqu'où on va. Voilà. Si je peux compléter, quand on parle de besoins, c'est parce que trop souvent, en fait, on a tendance à croire que les personnes anticipent ou comprennent nos besoins ou nos limites ou nos attentes. Et ce qui est très important aussi, et ce qu'on transmet en formation, c'est de transformer ces attentes en demandes. Et ne pas attendre et se dire « mais les parents vont bien comprendre » ou « les collègues vont bien comprendre » quand on est en collectif, parce que les autres ne sont pas vous, vous n'êtes pas les autres. Et quand il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, avec bienveillance, évidemment, il faut le dire, il faut le formaliser, c'est important. À travers le projet d'accueil et puis au quotidien, parce que plus on va garder en soi, et puis plus finalement on va avoir du mal à l'extérioriser. Oui, quand c'est des choses qu'on peut anticiper dans le projet d'accueil, c'est... Oui. Vous voulez le micro peut-être? Ouais. Bonjour tout le monde, j'exerce moi depuis 18 ans et c'est vrai qu'au départ, moi le projet d'accueil, on ne nous le demandait pas et c'est vrai qu'on établissait les règles aux premières rencontres avec les employeurs et c'est vrai que j'avais passé le CAP petite enfance, on ne nous demandait pas le projet d'accueil et là on vient de passer le CAP AEPE, toujours dans le but de rester... et on a mis en place ce projet d'accueil et c'est vrai que j'étais un petit peu réticente et au final je me dis qu'avec les années on a des besoins et des attentes nous aussi qui évoluent et c'est vrai qu'à travers ce projet d'accueil ça permet de faire passer des informations et en fait c'est hyper important. Avec les années et le recul, ce projet d'accueil il est indispensable, enfin, je trouve. Ouais. Et moi, je trouve qu'on fonctionne un peu comme les enfants, finalement, par processus d'essai-erreur. On apprend, on expérimente, et puis il n'y a que comme ça, finalement, qu'on peut connaître nos limites. Parce qu'au départ, on n'ose pas, on accepte tout, en fait. On accepte tout, et en fait, avec les années, avec l'expérience, on apprend ce qu'on veut plus. Et à travers ce projet d'accueil, en fait, parce que les parents n'anticipent pas forcément... c'est exactement... Enfin, vous avez entièrement raison, en fait. Et puis c'est comme l'enfant, finalement, comment connaître les limites si on ne les a jamais expérimentées? On a une question là-bas. Oui, bonjour. Par rapport à cette question de limite, j'ai l'impression que ça rejoint aussi cette question d'estime de soi. Plus on est en capacité de s'accepter tel qu'on est, donc cette connaissance dans un premier temps, et plus on est en capacité de poser ses limites sans que ce soit... une urgence, un besoin, quelque chose qu'il est urgent de poser. Donc forcément, quand on le fait dans l'urgence, on le fait peut-être avec des termes qui sont moins bienveillants que ce qu'on aurait voulu. Donc cette dimension, elle rejoint
pour moi, le prendre soin de soi, c'est essayer d'être au plus près de ce que l'on est. Et être ce que l'on est, c'est pas être l'assistante maternelle ou l'éducatrice. Ça n'existe pas une assistante maternelle ou une éducatrice, en fait. On est chacun avec une identité professionnelle, et cette identité professionnelle, c'est important de la repérer, de l'identifier et de la construire progressivement, parce que elle évolue avec nous. Comme on évolue individuellement, on évolue professionnellement. Et ça, je pense que c'est ce qui fait qu'on est capable de prendre soin de soi, c'est de se remettre en question, la prise de recul et avancer collectivement. Enfin, je rejoins les propos de tout le monde, c'est l'échange et le partage qui nous permet d'avoir des allers-retours entre comment on se ressent et les mots qu'on peut mettre sur ce que l'on ressent à travers l'expérience des autres. Laure, tu voulais dire quelque chose ? Oui, et que l'estime de soi, ça se construit, c'est un équilibre fragile. Donc, comme je disais, il y a les 3 composantes, l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, et c'est cet équilibre fragile qui est parfois mis à mal, et ça met du temps, et c'est jamais complètement acquis. Il y a des moments où on se dit, bon là, je sais, sur ça, je peux me faire confiance, ou je me sens aimée, ou j'ai une bonne image de moi, mais c'est un équilibre fragile, surtout si dans le passé, ces trois pôles ont été abîmés par nos expériences. Donc c'est vrai que ça met du temps et ça se muscle, l'estime de soi, la confiance en soi. Voilà, c'est le chemin d'une vie. Mais c'est vrai que de bien connaître ses propres limites, c'est ce que vous disiez, voilà, ça permet aussi de les verbaliser plus facilement. Bonjour, je m'appelle Edwige, je suis auxiliaire de puériculture en crèche. Moi, je voudrais aborder la thématique de l'épuisement professionnel. Savoir dire non, les limites, c'est compliqué quand on travaille en équipe. Je sais que moi, là, je viens d'apprendre que j'ai une discopathie dégénérative, une hernie. Je continue de travailler, de l'arthrose et des inflammations chroniques. Je continue de travailler parce que la semaine prochaine, on va être encore 3 au lieu de 5. Et que je sais que si je pose un arrêt, clairement, on nous a dit qu'au niveau budget, je ne serai pas remplacée. Donc mes collègues se retrouveront à 2 au lieu de 5 et que ça va se reporter sur elles et se reporter sur les enfants qui vont être traités à la chaîne, on le sait très bien, qui vont pas être sécures en l'absence des 2 référentes. Donc voilà, c'est très culpabilisant. J'essaie excusez-moi, ça me... Et je sais qu'on est nombreuses à être comme ça, en fait, à pousser jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'arrêt, parce qu'on sait très bien, et c'est comme ça dans le public comme dans le privé, j'ai tout expérimenté, on sait très bien que si on est arrêté, on ne sera pas remplacé, et que c'est les autres collègues, c'est les collègues restantes qui vont compenser. Parce que on ne fera pas appel à une intérimaire parce que ça coûte trop cher. Un arrêt maladie de 15 jours n'est pas remplacé, il faut que ce soit plus long, etc. Donc voilà. Et vraiment, oui, on a de l'épuisement professionnel et c'est très difficile. Moi, j'ai qu'un mot à vous dire, parce que là, pour le coup, moi, je suis passée de la force un peu obscure de la crèche à la force très obscure de l'éducation nationale. Voilà. Non, mais un peu d'humour. Non, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Ce n'est pas de votre responsabilité ce qui va se passer lundi matin. Je sais que c'est difficile. Moi, par exemple, depuis que je suis à l'école, 4 ans, on peut être malade et on est toujours aussi dans cette culpabilité de si je ne suis pas là lundi, je ne serai pas remplacée parce qu'à l'éducation nationale, on ne remplace pas les arrêts maladie très courts. Même en ce moment, on ne remplace pas les arrêts maladie très longs. Et que les enfants qui ont... l'accueil est obligatoire à l'école, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser les enfants, ce qui est un peu différent de la crèche quand même, vont être répartis chez mes collègues, en fait. Et donc, c'est entendu entre nous en équipe qu'il n'y a pas de souci, on peut être malade, que ne t'inquiète pas, les enfants, on s'en occupe. Pour autant, on peut se sentir coupable. Mais moi, je veux le redire, ça. Ce n'est pas de la responsabilité des professionnels qui sont malades. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il n'y a plus les bras, les personnes,
quand il y a aujourd'hui, quand il n'y a plus les bras, quand il n'y a plus les qualifications, il faut fermer. Il faut fermer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre en insécurité les enfants, les bébés et les professionnels. Alors oui, les familles vont se retrouver dans la panade. C'est vrai. Mais là encore, ce n'est pas nous qui avons organisé la pénurie des professionnels. Mais moi, je vous le dis, c'est ce que je dis moi au cabinet du ministre régulièrement, tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Ça suffit. Les parents, ce sont des citoyens comme vous et moi. Et à un moment donné, il faut aussi que le citoyen lambda qu'ils sont, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais non, mais bon, il faut aussi que le citoyen, quel qu'il soit, du parent au grand-parent, peu importe, comprenne que ça ne peut plus continuer comme ça. Vous comprenez ? Et il faut faire aussi, je pense, vu la situation dans laquelle vous êtes, un travail aussi pour que du coup vous puissiez accepter ça. Mais ce n'est pas de votre responsabilité. Vraiment. Mais je crois que la hiérarchie, quand même, elle pousse un petit peu les professionnels sur leur conscience professionnelle. Ah oui, mais ça, dans le travail de l'humain... Elle tire sur la corde sensible. Et à un moment donné, c'est vrai qu'après, c'est nous, les professionnels, qui en pâtissons. Donc, mais moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je serais vous, je me mettrais en arrêt. Et tant pis pour les enfants, tant pis pour... Mais oui, mais oui, mais à un moment donné, il faut penser à vous parce que vous pouvez pas prendre soin d'eux aussi. Oui, moi, j'aurais voulu vous dire, en fait, qu'on entendait vraiment votre douleur et qu'on a envie aussi, nous, pour vous aider à la porter, de vous dire qu'il va falloir que vous apportiez l'aide dont vous avez besoin. C'est important que là, vous écoutiez votre corps qui est vraiment en train de vous crier au secours et que là, les enfants dont vous avez la charge, comment vous allez pouvoir vous en occuper comme vous aimeriez le faire si vous n'êtes pas à 100% de vos capacités et que vous êtes en train de souffrir. Et puis les parents, comme le disait justement Nelly, ils vont prendre conscience qu'il y a un problème et ils vont vous soutenir. Parce qu'eux, ils ont envie que vous vous occupiez de leurs enfants de la meilleure des façons et pas en étant abîmés et en souffrant. Donc vraiment, je vous encourage à prendre soin de vous. Et ici, je pense qu'il n'y a pas une personne, et on est aussi des parents qui seraient d'accord pour que vous souffriez encore jusqu'où ? Jusqu'au matin où vous n'allez plus du tout pouvoir vous lever ? Non, c'est pas possible. Oui, juste... Ça marche, oui. Je ne sais pas. Bonjour. Je suis Virginie, je suis infirmière puéricultrice et directrice de crèche. Et justement, votre discours m'a sensibilisée. Ça fait 13 ans que je suis directrice de crèche. Il y a 10 ans, on avait fait une journée pédagogique sur prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et j'en ai refait une il y a 3 ans puisque l'équipe bouge. Et du coup, je travaille sur une commune site à slow qui veut dire prendre le temps de vivre, prendre le temps pour soi. Et les élus sont favorables. Quand on manque de personnel, on ferme plus tôt ou on ouvre plus tard. Et je dis tous les jours aux parents et à mon équipe, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre des petits bouts de soin des enfants dont on s'occupe. Donc c'est vrai que ça vous paraît peut-être une crèche atypique. Non, c'est une crèche municipale dans une commune. Ça existe. Après, c'est sûr que j'entendais la hiérarchie, autant de directrices différentes, autant de crèches différentes. Mais le projet pédagogique doit être un livre d'or sur lequel on doit tenir bon, c'est-à-dire qu'on travaille en équipe sur des valeurs. Il n'est pas question en fait de détourner ces valeurs-là et c'est pas possible en fait de maltraiter des agents. Voilà, c'est tout. Bravo. Oui. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je te rejoins parce que j'ai une fibromyalgie évolutive depuis 15 ans. Donc là, plus ça va, plus ça s'aggrave et j'ai eu un an d'arrêt. J'ai pu reprendre mon travail. Dans la crèche où je travaille, je travaille à Bordeaux, dans la crèche où je travaille, on a travaillé avec la directrice et les collègues sur un relais. Alors en fin de compte, ce relais, c'est une personne supplémentaire, en plus du personnel des 3 sections. Ça n'a pas été facile au début parce qu'en fin de compte, j'étais un peu bouche-trou. Il manque quelqu'un, tu vas là, tu manques quelqu'un, tu vas là. Sauf qu'on a repensé ça. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une direction qui me fait confiance.
Et quand j'arrive au travail, je suis par exemple chez les bébés, et chez les bébés, elles sont 4, il y a 7 bébés. Et chez les moyens, elles sont 3, et il y a 18 enfants. Je vais voir la direction, je dis voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous m'autorisez? Je vais chez les moyens. Et on s'organise comme ça. On ne laisse pas une équipe à 3, 4, 5. Par exemple, chez les grands, elles sont 5 et il n'y en a que 11. Eh bien, on va déplacer un personnel dans notre équipe. On ne va pas laisser l'équipe à côté se fatiguer ou dire eh ben là, on a 11 bébés, on ne peut plus, c'est pas possible, alors qu'on est dans les quotas. Ça, c'est sûr, on entend toujours dire vous êtes dans les quotas. Oui, on est dans les quotas, mais les bébés, on les porte, ils ne marchent pas, ils ne parlent pas, enfin voilà quoi. Et à un moment donné, il faut prendre conscience de ça. Et c'est vrai que j'ai une chance d'avoir une directrice aujourd'hui qui entend ça, qui comprend ça, mais c'est pas dans toutes les crèches. Et c'est vrai qu'on aimerait harmoniser ça dans toutes les crèches de Bordeaux pour comprendre qu'il faut des relais. Donc c'est une personne supplémentaire dans les crèches, mais qui ne fait pas que bouche-trou. Voilà. Qui est capable de dire ben là, il manque du personnel, il faut y aller. Mais je te comprends parce que je t'ai arrêté 1 an et reprendre au bout d'1 an en vous disant eh ben, si tu n'es pas capable, tu restes chez toi, c'est compliqué. Et je comprends ce que tu dis, quoi. Voilà. Et merci pour votre témoignage. Et puis bien, redire aussi que travailler coûte que coûte, mais quitte à y laisser sa santé, c'est cautionner un système. Et du coup, enfin, juste se poser la question est-ce que j'adhère à ce système? Est-ce que j'adhère? Enfin, du coup, c'est en ça que c'est aussi c'est un choix qu'on peut faire. Enfin, est-ce qu'on a envie de cautionner ce système et d'y laisser sa peau, quoi? C'est la question pour moi qui me paraissait essentielle. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que c'est ce qui a failli m'arriver, moi. En 2018, j'avais 3 enfants en accueil et je suis tombée paralysée. Ma jambe a été complètement paralysée, je ne pouvais plus bouger. Les pompiers sont venus, il a fallu préparer tout pour les enfants. Le seul problème, c'est que j'avais une maman qui était infirmière et le papa médecin, tous les deux à plus d'1 heure de route. Il a fallu que je reste allongée à côté du bébé pendant plus d'1 heure et demie pour attendre les parents, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait venir les chercher. Malheureusement, parce que la seule personne qui était sur le contrat d'urgence était elle-même à l'hôpital depuis la veille. Pas de chance. Donc, obligée de rester là. Et j'ai eu donc le problème de madame, discopathie avec hernie et discopathie dégénérative avec hernie discale et 5S1, qui m'a carrément paralysé la jambe gauche. Donc, j'ai eu la chance, parce qu'il faut savoir qu'ici, on a Vertebra qui est génial pour ça. Je ne fais pas de pub, mais franchement, on a des formidables, un formidable chirurgien et chirurgienne. Ils m'ont sauvée. Donc j'ai pu reprendre mon travail, mais j'ai eu 1 an d'arrêt. Et c'est pareil, les petits, il a fallu qu'ils trouvent d'autres solutions. Et moi j'étais pareil. Je dis, mon Dieu, les gosses, voilà, culpabilité à mort. Non, en fait non. Non, parce qu'après, j'ai déclenché d'autres pathologies. Et maintenant, je peux encore travailler. Et j'ai 4 enfants, plus un 5e pendant les périscos. Et j'ai adapté complètement. J'ai fait des formations extraordinaires. Travailler par terre, travailler après, ménager notre truc. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est la culpabilité, stop. C'est pas ton problème, en fait. Ça ne te concerne pas. C'est ta santé d'abord. J'ai fait pareil. Ma santé, moi, j'ai fait l'inverse. J'étais dans l'éducation nationale. Et je suis partie, j'ai fait l'inverse, je suis partie dans la petite enfance. Mais c'est vrai que, sincèrement, il faut vraiment... Personne ne pourra te remplacer, toi. Merci aussi pour votre témoignage, parce que ce qu'on entend quand même dans ce que vous dites là, c'est qu'il y a votre santé, donc il y a votre corps qui est en danger, mais il y a quand même la santé de ceux que vous accueillez aussi, enfin la sécurité des enfants dont vous avez la charge. Et si vous ne pouvez plus, si vous n'êtes plus en mesure... mais que ce soit votre sécurité physique ou émotionnelle, de les accueillir comme il faudrait, ça va se répercuter sur eux et c'est aussi embêtant. Oui. Je voulais juste réagir à une expression que j'ai entendue là et qu'on entend beaucoup, qui est « je me mets en arrêt ». Et je trouve que cette expression, elle est hyper culpabilisante. On ne se met pas en arrêt, c'est un médecin qui met quelqu'un en arrêt.
Et je trouve que c'est vraiment important parce que ça veut dire que la décision, elle ne vient pas de la personne, est-ce que j'ai envie ou pas de travailler. Si on a une santé qui ne permet plus de travailler, c'est le médecin qui le décide, on n'est pas compétent pour ça. Et à ce moment-là, c'est vraiment important de le redire parce que vraiment, je trouve que ça met du côté de la culpabilité. C'est les médecins qui mettent en arrêt. Et sur la culpabilité, vous avez complètement raison. C'est bien sûr, c'est un avis médical qui pose un diagnostic sur le fait de s'arrêter ou pas. Et parfois, il ne faut pas attendre que ça craque pour aller chez le médecin. Juste la culpabilité, il est important de l'écouter 3 secondes. Moi, c'est un conseil qu'on m'a donné il y a quelques années et qui me sert beaucoup. En fait, juste, elle sert à avoir sa part de responsabilité. Parfois, elle est importante, parfois, elle n'est pas importante. On l'écoute 3 secondes, mais on ne discute pas avec elle. J'aurais une petite question, moi, que je voulais poser, et puis j'ai pas eu le temps, à Dalila et Délie, du coup, en particulier. Est-ce que vous pourriez nous donner 3 signaux, ou au moins 1 ou 2, pour en avoir 2, de reconnaissance de cette zone rouge, c'est dur à dire, d'épuisement professionnel? Alors moi, je dirais déjà, quand vous perdez la motivation, quand vous arrivez et que vous n'avez plus l'envie, quand il y a moins d'implication dans votre travail, et quand vous rentrez et que vous n'êtes pas satisfait de votre journée. Ça, ce sont des signaux qui sont forts. Et puis après, il y a le corps qui parle. On a entendu là des choses qui sont très graves, mais les problèmes de sommeil, les problèmes d'alimentation, tous ces petits symptômes que votre corps va vous donner. Mais déjà, quand vous perdez cette motivation-là, c'est un signe fort qu'il faut faire quelque chose. Il faut se poser la question. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'était pour information générale, c'était pas pour moi particulier. Je veux bien témoigner. J'ai fait un burn-out, le vrai, celui qui nous met complètement par terre. Et en général, c'est un peu comme un tremblement de terre. Il y a des secousses, en fait. On a plusieurs répliques. C'est quelque chose, en fait, qu'on sent venir, mais pour autant, on ne s'écoute pas davantage. Et le danger, il vient du fait que, j'entendais Julie parler d'engagement. Et c'est ce qui nous caractérise en tant que professionnels de la petite enfance, c'est qu'on est, on est engagé et en fait, on fait passer les autres avant nous. Et ça, c'est un terreau dangereux. C'est un terreau dangereux parce qu'on est déconnecté de nous, en fait, à un moment donné. Et c'est, on est issus, en fait, les personnes qui s'occupaient, qui prenaient soin, c'était des religieuses, en fait. Et on n'est pas des religieuses, nous. La culpabilité, elle vient aussi de la religion. Et voilà, donc il faut qu'on arrive à se détacher de cette histoire, de cette culture dans laquelle on a été construit. Ça ne nous appartient plus. On est de la formation, on est des professionnels. On n'est plus, on fonctionne pas avec la bonne volonté, notre bonne âme. Et on a une posture professionnelle. Et être professionnel, c'est se respecter pour respecter les autres. C'est un engagement qu'on doit avoir vis-à-vis de soi-même. C'est ça qui me semble important. Merci beaucoup. Je crois qu'on va conclure sur ce dernier rapport. Merci pour ce témoignage. C'était extrêmement riche. On a entendu. Ah, d'accord. C'est bon ? On a 5 minutes ? Ok, allez. Je voulais adresser un petit message à notre collègue. Je suis assistante maternelle et en fait, tous les mots que tu as, MAUX, je les ai aussi. Discopathie, arthrose et tout ça. Et je voulais te dire qu'il est très important que tu écoutes ton corps et tes besoins. Parce que moi, quand j'ai eu la sonnette d'alarme aussi, j'ai parlé à mes employeurs j'ai eu la chance d'avoir de super familles. Et je leur ai expliqué qu'il fallait que je me fasse soigner, que c'était important pour moi et pour les enfants. Et ils ont pris leur disposition, tous, et pour que je prenne le temps de me faire soigner. Et c'est vrai que je rejoins madame, excusez-moi, qui disait qu'en continuant à travailler dans ces structures avec les mots que vous avez, c'est cautionner évidemment ce système-là. Parce que si les personnes qui ont des mots MAUX et qui s'arrêtent,
ils vont être obligés de fermer et trouver des solutions. Ils seront obligés. Et parmi mes 4 employeurs, j'ai une maman qui travaille en crèche. Elle travaille en crèche. Elle m'a mis sa fille en garde parce qu'elle m'a dit, je dis pas que c'est partout pareil, attention, hein. Je dis pas que c'est partout pareil. Mais là où elle travaille, elle m'a dit, je ne veux pas que mon enfant soit dans ce lieu d'accueil. Parce qu'il se produit ces problèmes que tu as évoqués. Et elle m'a dit, c'est la sécurité des enfants aussi qui est en jeu. Donc je pense que écouter tes besoins, mais en fait, ils vont être obligés de trouver des solutions, fermer la crèche et éventuellement trouver des solutions, des personnes qui vont remplacer le personnel en arrêt. Donc voilà, c'est ça. Parce que ça m'a vraiment touchée, ton témoignage. Ouais. Merci beaucoup. Tu voulais finir, Julie ? Je voulais finir. Pas du tout. Agathe, pardon. Je crois qu'on a bien balayé le sujet. C'était très dense. Et on remercie. Celui-là, peut-être. Je voulais juste te dire que moi, j'ai entendu aussi beaucoup de mots sur des mots, mais surtout des professionnels passionnés, mais qui devraient peut-être s'écouter un peu plus pour plus écouter les enfants à l'avenir. Alors, on applaudit. Alors, dans l'ordre, Agathe, Julie, Alexandra, Nelly, Dalila et Laure. Et merci beaucoup. Et merci aussi pour tous vos témoignages, parce qu'en fait, voilà, c'est aussi ça qui était le plus important aujourd'hui, c'était de vous entendre. Donc, merci. À bientôt. Et le salon n'est pas fermé, il est encore ouvert jusqu'à 18h. Donc, si vous souhaitez faire un tour... Excusez-moi, je voulais juste... vous nous avez applaudi, c'est gentil, mais je voudrais que vous vous applaudissiez parce que ici, c'est vous qui donnez tout au quotidien. On a senti beaucoup de passion et d'amour et bravo à toutes. Merci beaucoup.